Bonjour et bienvenue à tous pour suivre avec nous ce journal dont tels sont les titres de ce mardi 27 janvier. 4000 personnes ont donc été bénéficiaires de ce projet de lutte contre les violences basées sur le genre. Dans l'actualité également, lancement officiel du caucus des femmes parlementaires. Et dans l'actualité internationale, cette fois, Israël annonce une rouverture partielle et conditionnelle des postes frontières de Rafah. Bonjour à tous et nous ouvrons ce journal pour parler du lancement officiel du caucus des femmes parlementaires. En effet, l'Assemblée nationale a procédé aujourd'hui au lancement officiel du caucus des femmes parlementaires de Djibouti sous la présidence du président de l'Assemblée nationale Dilleta, Mohamed Dilleta, en présence de Madame la ministre de la Femme et de la Famille, des représentants des partenaires techniques et financiers tels que le PNUD, l'UNICEF et le FUNIAP. Des représentations diplomatiques, notamment celle de la France. Le président de l'Assemblée nationale a rendu tout d'abord un hommage à la première dame Khadra Mahmoud Haïd, présidente de l'UNFD, saluant son rôle déterminant dans la promotion des droits des femmes et des filles de Djibouti. Ce caucus, rappelons-le, constitue un cadre structuré de concertation, de solidarité et d'action destiné à renforcer la voix des femmes parlementaires, à promouvoir des lois sensibles au genre, au service du développement humain et social du pays. À cette occasion, la ministre de la Femme et de la Famille a salué la création de ce caucus qu'elle a qualifié d'initiative structurante en faveur de l'égalité des chances, de la gouvernance inclusive. Prenons la parole à son tour l'honorable Nema Burhan, présidente du caucus des femmes parlementaires, a rappelé le rôle fondamental de ce caucus. Des membres partageant une même orientation en vue de définir des positions communes et des stratégies collectives. Cette plateforme se positionne comme un espace de plaidoyer, de solidarité et d'action visant à amplifier la voix des femmes, tant au sein du Parlement que dans l'espace public. Son objectif se veut double: défendre les droits et les intérêts des femmes en contribuant activement à l'accompagnement de politiques inclusives et équitables. Monsieur le Président, distingués invités, chères sœurs, l'ouverture officielle de ce caucus marque ainsi le début d'un engagement en faveur d'une représentation plus équitable et d'une gouvernance plus inclusive. Elle appelle à une collaboration étroite entre les institutions nationales, les partenaires techniques et financiers et l'ensemble des acteurs engagés pour le développement durable, la paix et la cohésion sociale. Prenant la parole à son tour, la ministre de la Femme et de la Famille a souligné que la participation des femmes à la vie politique ne constitue plus une exception, mais une force législative incontournable appelée à transformer durablement la réalité des citoyennes sur l'ensemble du territoire national. Depuis la mise en place du système de quotas, notre présence au sein de cet hémicycle n'est plus une exception, mais une force législative incontournable. Nous ne sommes pas ici uniquement pour siéger, mais pour transformer la réalité de nos concitoyens, de la capitale jusqu'aux régions de l'intérieur. Nos engagements pour Djibouti, avec la vision 2035, sous l'impulsion du président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, nous devons veiller à ce que le développement économique de notre pays profite équitablement aux femmes, l'entrepreneuriat féminin, l'accès aux finances, la protection, via les structures mises en place par nos institutions politiques, doivent être au cœur de nos plaidoyers. La protection sociale et de santé sont aussi les combats qui sont liés aux violences basées sur le genre, qui sont faites aux femmes et aux filles, ainsi qu'à l'amélioration de la santé maternelle, qui restent des priorités absolues dans notre pays. Nous porterons la voix de la protection juridique et sociale. L'éducation et le numérique, qui sont aussi des éléments pour la jeunesse djiboutienne et à travers lesquels elle doit briller. Nous devons garantir que nos filles accèdent aux filières d'excellence et aux métiers de demain. Monsieur le Président de l'Assemblée, chers participants,
Le chemin vers la parité, nous y sommes. Nous sommes en train de le chevaucher avec réussite. Notre caucus doit être ce pont entre les aspirations des citoyens et de l'action législative. Il est également important de souligner l'engagement personnel et l'engagement de l'Union nationale des femmes djiboutiennes pour cette cause féminine. Et à sa tête, Madame la Première Dame Khadra Mahmoud Haïd, qui est la boussole, la pierre angulaire de l'avancée et de l'image de la femme djiboutienne. Quant au président de l'Assemblée nationale, il a indiqué que ce caucus vise à renforcer la voix des femmes au sein de l'institution parlementaire, à promouvoir également des lois sensibles au genre, à défendre les droits des femmes et des filles sans distinction. Le caucus des femmes parlementaires que nous lançons aujourd'hui est né de cette conviction profonde. Il s'est vu un cadre de concertation, de solidarité et d'action destiné à renforcer la voix des femmes au sein de l'institution parlementaire, à promouvoir les lois sensibles au genre et à défendre les droits des femmes et des filles sans distinction. En ce jour solennel, nous réaffirmons notre engagement à faire du Parlement un espace inclusif où les femmes ne sont pas seulement représentées, mais pleinement actrices des décisions qui façonnent l'avenir de notre pays. En ma qualité de membre d'honneur du caucus, nous avons la responsabilité de porter cette vision au cœur du travail législatif, du contrôle de l'action gouvernementale et de la représentation citoyenne. À travers ce caucus, nous avons voulu créer un cadre structuré de dialogue, de solidarité et d'action transparente. Un espace où les femmes parlementaires unissent leurs efforts pour promouvoir des lois sensibles au genre, défendre le droit des femmes et des filles et contribuer à des politiques publiques plus inclusives et équitables. Mesdames et messieurs, je souhaite exprimer ici ma gratitude et saluer la présence de nos partenaires du développement ainsi que de nos institutions nationales qui placent l'égalité des sexes en tête de leurs priorités. Distingués invités, vous n'êtes pas des simples collaborateurs, mais des véritables alliés du progrès, engagés à nos côtés pour un développement équitable et porteur d'avenir. Votre accompagnement est essentiel. Grâce à votre appui financier, technique et institutionnel, le caucus des femmes parlementaires pourra renforcer ses capacités, mettre en œuvre des activités structurantes, mener des actions de plaidoyer efficaces et assurer un suivi rigoureux des engagements en faveur de l'égalité des sexes. Votre soutien va bien au-delà de l'appui matériel. Il constitue un acte de confiance et un investissement stratégique dans la démocratie et le développement humain. On reste toujours à l'Assemblée nationale où, dans le cadre du renforcement du dialogue parlementaire entre la République de Djibouti et la République française, l'Assemblée nationale a accueilli dans l'après-midi d'hier une visite de travail d'une délégation d'auditeurs de l'Institut de haute étude de défense nationale, composée de parlementaires français, de hauts fonctionnaires, d'officiers et de représentants de la presse. Sous la présidence de l'honorable Safia Elmi, première vice-présidente de l'Assemblée nationale, cette réunion de travail s'est tenue avec les membres du groupe d'amitié Djibouti-France en présence des présidents des commissions permanentes. Ouvrant les travaux, l'honorable Safia Elmi a salué, vous l'entendrez, en présence de la délégation des auditeurs présents, a rappelé l'importance du dialogue parlementaire comme levier de confiance, de stabilité, de coopération durable dans un contexte régional et international marqué par des enjeux sécuritaires et stratégiques majeurs. Dans le cours d'une longue histoire commune. Histoire imprégnée des valeurs universelles, des paix, des solidarités et des respects des intérêts mutuels. Aujourd'hui, cette rencontre nous donne l'opportunité d'échanger avec vous sur les expériences, les avancées et les enjeux de nos deux pays respectifs. Plus particulièrement, il s'agit surtout de discuter d'enjeux prépondérants comme la stabilité, la paix, la diplomatie bilatérale qui unit Djibouti et Paris,
symbolisée dans la ratification en juin dernier du renouvellement du traité de coopération en matière de la défense, mise en place pour la première fois il y a déjà presque un demi-siècle. Dans cette optique, nous avons mis à contribution des députés djiboutiens forts d'un vécu riche. Je vous présente le groupe d'amitié Djibouti-France et sa présidente, l'honorable Nema Bulhan, ancienne ministre et députée, le président et les présidentes des différentes commissions permanentes de l'Assemblée nationale, à savoir la commission de la défense, celle chargée de l'économie et des finances, celle des affaires étrangères, celle des affaires sociales, celle de la législation ou encore celle de production et échange. Et à l'issue des échanges, une visite guidée de l'hémicycle national, mais aussi des salles de commission ont été organisées. Les deux parties ont réaffirmé également leur volonté commune de poursuivre, d'approfondir la coopération parlementaire Djibouti-France au service de la paix, de la stabilité et des intérêts partagés entre les deux pays. Rappelons donc que cette visite de l'hémicycle constitue donc un levier, une démonstration pour les parlementaires, mais aussi les hauts gradés et les membres de la délégation d'auditeurs de l'Institut de haute étude de défense nationale, qui sont composés de parlementaires français, de hauts fonctionnaires, d'officiers, de représentants de la presse qui étaient présents lors de cette visite de l'hémicycle national. Dans le cadre des relations de coopération militaire entre Djibouti et l'Union européenne, le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, Hassan Omar Mohamed, en présence du général de corps armé Zakaria Cheikh Ibrahim, chef d'état-major général des armées, a reçu hier lundi à l'hôtel des officiers Hassan Bassouma Hassan, le lieutenant général Shan Clansin, président du comité militaire de l'Union européenne. Les deux parties ont à cette occasion souligné l'importance des projets déjà en cours qui témoignent de la solidité et de la qualité du partenariat établi. Ils ont exprimé leur volonté commune de renforcer davantage cette coopération. Par ailleurs, au regard des défis sécuritaires existants dans les régions frontalières, les échanges ont permis de mettre en exergue la nécessité d'une coordination accrue. Il a ainsi été souligné la nécessité de renforcer la coopération mutuelle entre l'Union européenne et Djibouti, fondée sur des échanges équilibrés et concertés. Enfin, les deux parties ont réaffirmé leur engagement à poursuivre le dialogue et à œuvrer conjointement pour le renforcement de la sécurité régionale et la consolidation de la coopération en matière de sécurité maritime. Dans le reste de l'actualité, le ministère de la Femme et de la Famille, sous la présidence de la ministre, a présidé hier une cérémonie de clôture du projet d'appui à la résilience des femmes et de leur communauté dans la lutte contre la violence basée sur le genre. Objectif étant d'améliorer l'accès des filles et des femmes au développement des compétences et au soutien de moyens de subsistance, la sensibilisation et la mobilisation de la communauté dans la lutte contre les violences basées sur les genres, la qualité des services de conseil psychosocial utilisés par les survivants des violences basées sur le genre. Ce projet a été financé par le Japon, administré par la Banque mondiale. Ces activités du projet ont touché 4000 personnes de la commune de Belbala et de Boul'Aus. Parmi ces bénéficiaires, 1000 jeunes filles ont suivi des programmes d'autonomisation économique dans lesquels elles ont bénéficié d'un appui financier pour créer une micro-entreprise. Au total, 537 micro-entreprises ont été lancées dans les deux communes avec un investissement total d'1 million de dollars. Cette composante a été mise en œuvre par le cabinet OFAN. Ce volet de sensibilisation communautaire exécuté par l'UNFD a touché plus de 3000 hommes et femmes des deux communes. Ce projet a également renforcé la capacité des services d'appui psychosocial pour les survivants de violences basées sur le genre.
grand honneur pour moi de prendre la parole aujourd'hui à l'occasion de cette cérémonie marquant la clôture du programme d'appui à la résilience des femmes et de leur communauté face aux violences basées sur le genre par FEBG. Je tiens à exprimer au nom de l'UNFD notre sincère reconnaissance aux différents partenaires ici présents, notamment le Fonds japonais pour le développement social, la Banque mondiale, le ministère de la Femme et de la Famille, ainsi qu'à l'ensemble des acteurs communautaires sur lesquels ce projet n'aurait eu lieu. L'UNFD est intervenue dans la mise en œuvre de la composante 2, consacrée à la mobilisation et à la sensibilisation communautaire en s'appuyant sur ces structures de relais communautaires que sont les CGC dans les 2 communes, Balbala et Boulaous. Suivant cette fois les 2 interventions respectives. Tout d'abord, le représentant du Japon, suivi de de celle de la Banque mondiale. C'est pour moi un grand honneur de prendre la parole aujourd'hui ici, au nom du gouvernement du Japon, à l'occasion de la clôture de ce projet dit par VBG. Je tiens à adresser mes sincères félicitations à l'ensemble des parties prenantes pour l'achèvement réussi de ces 3 années de travail et de coopération. Tout d'abord, je souhaite exprimer ma profonde gratitude à la Banque mondiale pour l'administration et le suivi de ce projet et au ministère de la Femme et de la Famille pour son leadership et son engagement constant, ainsi qu'à l'UNFD et à toutes les organisations partenaires pour leurs efforts et leurs contributions déterminantes à la réussite de ce projet. Comme le souligne la vision Djibouti 2035, l'égalité des genres est un défi majeur auquel Djibouti s'engage pleinement. C'est avec un grand sens de fierté et de responsabilité que nous nous retrouvons aujourd'hui pour cette cérémonie de clôture du parc VBG. Un projet pilote qui exemplifie vraiment la collaboration multisectorielle, la coordination interministérielle et une coopération multipartenariale. Permettez-moi tout d'abord de saluer le leadership constant du gouvernement de Djibouti et en particulier celui du ministère de la Femme et de la Famille pour son engagement en faveur de l'égalité du genre, de la protection des femmes et des filles et du renforcement de la résilience communautaire. Le PAR VBG s'inscrit pleinement dans cette dynamique en cohérence avec les priorités portées par la politique nationale du genre et par le groupe de la Banque mondiale. Je souhaite également exprimer notre profonde reconnaissance au gouvernement du Japon à travers le Fonds japonais du développement social pour son appui déterminant. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous célébrons la clôture du parc VBG, mais il est important de savoir que le gouvernement du Japon appuie 2 autres projets à travers donc, le portefeuille du groupe de la Banque mondiale. Donc, nous avons 3 projets financés par le gouvernement du Japon dans notre portefeuille aujourd'hui. Merci encore pour votre appui financier. Ensuite, tour à tour, le ministre de l'Éducation nationale et celui de la Santé ont pris la parole. Nous les écoutons. Nous arrivons aujourd'hui donc au terme du projet par VPG et donc ma présence aux côtés de ma collègue Madame la ministre de la Femme et de la Famille n'est pas fortuite. Elle témoigne bien sûr de la volonté de notre gouvernement sous l'impulsion de son Excellence Monsieur le Président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, de traiter la question de la vulnérabilité de manière transversale et unie. Dans le cadre de ce projet, il a été également un projet non seulement où il y a eu un accompagnement, mais également on vous a doté les équipements de base nécessaires pour que vous puissiez bien sûr démarrer votre activité. Et là encore, c'est vraiment toutes mes félicitations au cabinet, mais également au ministère qui a vraiment réussi à accompagner, parce qu'il ne s'agit pas seulement de former, mais il faut les insérer. Pour les insérer, il faut donner les moyens de départ, mais également l'accompagnement qu'il faut. Donc, pour ce qui est maintenant de la formation, vous le savez très bien, aujourd'hui, avec la nouvelle politique de la formation professionnelle, la base a été élargie. Avant, s'il ne concernait uniquement que les jeunes, les élèves scolarisés, la formation professionnelle également
concerne aussi bien les déscolarisés, les personnes à la recherche d'emploi. C'est cette politique de droit à la formation professionnelle, comme c'est le droit à l'éducation. Donc la formation professionnelle est devenue un droit où tout Djiboutien ou Djiboutienne a bien sûr l'obligation de bénéficier de ces formations professionnelles. En ce moment, nous avons plusieurs également types de formations avec la Banque mondiale. Et Madame la Ministre, vous êtes invitée également à nous accompagner et nous sommes prêts à vous accompagner pour également former encore d'autres jeunes filles en matière de formation professionnelle. Ensemble, nous allons harmoniser nos forces pour que chaque jeune de ce pays puisse dire « j'ai été formé pour servir mon pays et mon pays a une place pour moi ». Je suis très honoré de prendre la parole à l'occasion de la cérémonie de clôture de ce projet d'appui à la résilience des femmes et de leur communauté face aux violences basées sur le genre. Je tiens en premier lieu à saluer le leadership et l'engagement constant de Madame la ministre de la Femme et de la Famille, ainsi que l'INFD, avec à sa tête la première dame Hajia Khadra Mahmoud Haït, et l'appui précieux de nos partenaires techniques et financiers, en particulier la Banque mondiale, le gouvernement du Japon, dont la contribution a été déterminante pour la réussite de ce projet structurant. Je souhaite également féliciter chaleureusement l'ensemble des équipes impliquées pour l'excellent travail accompli, notamment en matière de sensibilisation et d'éveil de jeunes filles aux différentes formes de violences basées sur le genre. Grâce aux actions menées, ces jeunes filles ont acquis une meilleure connaissance de leurs droits, des mécanismes de prévention et des dispositifs de prise en charge existants. Elles deviennent aujourd'hui des véritables actrices du changement et seront, à n'en point douter, les futurs relais de sensibilisation au sein de leur famille et de leur communauté. La ministre de la Femme et de la Famille, Mme Mouna Ousmane Adan, a quant à elle rappelé l'importance que revêt ce projet d'appui à la résilience dans la lutte contre les violences basées sur le genre. Aujourd'hui, je suis très heureuse d'être parmi vous et d'être là à la fin de ce projet qui se clôture aujourd'hui, concernant donc l'appui et la résilience des femmes et des filles face aux violences basées sur le genre. La violence basée sur le genre est un problème mondial qui touche toutes les communautés, quel que soit leur niveau de développement. Et à Djibouti, comme dans de nombreux pays, les femmes sont souvent les premières victimes de cette forme de violence, ce qui affecte leur santé, leur bien-être, leur autonomie et leur participation à la vie économique et politique. Depuis 25 ans, Djibouti s'est doté d'appréciables instruments juridiques, politiques et stratégiques, et a adopté des textes internationaux pour prévenir et lutter contre les violences faites aux femmes, et aussi pour donner plus d'assises et de portée à la mise en œuvre de la politique nationale genre menée par le ministère de la Femme et de la Famille pour plus d'égalité et d'équité entre les hommes et les femmes. Cette politique rentre dans la vision de notre cher président, M. Ismaël Omar Guelleh, qui ne ménage aucun effort pour mettre la femme au cœur de toutes ces politiques, que ce soit des politiques d'éducation, de santé, de développement économique et d'accompagnement social. Je voudrais également remercier et encore une fois rendre hommage à la première dame, Mme Khadra Mahmoud Haït, qui elle aussi est notre boussole, notre pilier et notre indication, surtout pour accompagner la femme djiboutienne à aller de l'avant et être actrice de son propre développement. Et à l'issue de cette journée de clôture, notre équipe sur place a recueilli cette réaction d'une participante. Je m'appelle Nima Omar Ariti, je suis la directrice du centre CASAF. Le centre CASAF, c'est un centre de seconde chance pour les jeunes filles de la commune de Balbala. Le centre a été créé en 2004 et officialisé en 2007. Il existe depuis maintenant 21 ans. C'est un centre pour la formation des jeunes filles déscolarisées et qui ont quitté l'école très tôt. C'est un centre de formation en couture, en coiffure et en cuisine.
et il y a une salle informatique. Le rôle du centre, c'est un centre de formation des activités sociales et économiques. Notre objectif est de renforcer leur autonomie et de lutter contre la pauvreté et de contribuer au développement de la commune de Balbala. Le ministère de la Santé, en partenariat avec l'UNFD et Gavi, l'Alliance de vaccins, a lancé ce jour au siège de l'UNFD un atelier de formation multi-acteurs axé sur la mobilisation communautaire en faveur de la vaccination de routine, incluant le vaccin contre le papillomavirus humain. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le secrétaire général du ministère de la Santé, M. Mohamed Ali. La secrétaire générale adjointe de l'UNFD, Ruqya Youssouf, en présence des cadres de l'UNFD, des partenaires techniques et financiers, ainsi que des acteurs impliqués dans le programme national de vaccination. D'exprimer nos sincères remerciements aux autorités nationales et locales, en particulier les ministères de la Santé et aux présidents des communes, pour leur accompagnement constant et leurs engagements indéfectibles en faveur de la santé publique et du bien-être des populations. L'introduction du vaccin contre les HPV constitue une avancée majeure dans la lutte contre les cancers du col de l'utérus et dans la protection de la santé des jeunes filles. Toutefois, la réussite de cette initiative repose non seulement sur la disponibilité des vaccins, mais surtout sur l'adhésion des communautés, l'acceptation sociale et une mobilisation collective durable. C'est précisément dans cette dynamique qui s'inscrit ces projets qui visent à renforcer la mobilisation sociale, à améliorer la compréhension des enjeux de la vaccination et à stimuler la demande communautaire, tout en consolidant les acquis du programme élargi de vaccination pour les vaccins en routine. De son côté, le secrétaire général au ministère de la Santé, M. Mohamed Ali, a indiqué que le vaccin HPV de lutte contre le papillomavirus humain a été introduit en décembre 2025. Il a précisé qu'il s'agit là d'un moyen efficace de lutter contre le cancer du col de l'utérus. La vaccination est un acte simple mais très important. Elle protège nos enfants contre des maladies graves et parfois mortelles. Elle permet à nos filles et à nos garçons de grandir en bonne santé, d'aller à l'école et de devenir des adultes forts et utiles pour notre pays. Mais pour que la vaccination réussisse, il faut avant tout la confiance et l'engagement des parents et des communautés. Le projet que nous lançons aujourd'hui a été conçu pour être proche des populations. Il vise à informer, à sensibiliser, à écouter les préoccupations des familles et répondre aux questions afin que chacun puisse prendre une décision éclairée pour la santé de ses enfants. Le vaccin contre le HPV a été introduit dans notre pays en décembre 2025. Ce vaccin protège les filles contre le cancer du col de l'utérus, une maladie grave qui touche de nombreuses femmes. Au début, comme souvent, lorsqu'un nouveau vaccin est introduit, certaines craintes et inquiétudes ont été exprimées par les parents et les communautés. Ces préoccupations étaient compréhensibles. Aujourd'hui, grâce aux explications des agents de santé, à l'implication des leaders communautaires que vous êtes, de l'UNFD, des partenaires du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement professionnel, beaucoup de ces craintes sont désormais dissipées. Le vaccin contre le HPV est sûr, efficace et déjà utilisé avec succès dans de nombreux pays à travers le monde. Le président de l'autorité des ports et des zones franches, M. Aboubakar Omar Hadi, a reçu hier une délégation d'auditeurs français de l'Institut de haute étude de la défense nationale. Conduite par le vice-amiral d'escadre Jean Hoserman, l'événement s'est déroulé au sein du chantier naval de l'ancien port. Le programme a débuté tout d'abord par une visite du Ship Repair Yard. Cette visite a été suivie d'une présentation technique détaillant les capacités du chantier ainsi que d'un exposé sur les services du Red Sea, assurant ainsi le ravitaillement commercial et naval des navires en transit en mer Rouge.
L'autorité des ports et des zones franches de Djibouti propose à travers ce modèle des services intégrés, une offre complète couvrant les opérations portières, la logistique, la réparation navale. Dans une allocution, vous l'entendrez, le président a souligné la profondeur des relations historiques entre Djibouti et la France et le port de Djibouti, dont les origines remontent à l'ouverture du canal de Suez en 1869 et à la construction du premier chemin de fer du continent africain, la ligne Djibouti-Addis Abeba réalisée entre 1897 et 1917. Il a également mis en exergue le rôle stratégique de Djibouti en tant que base de soutien pour la marine nationale française, disposant d'un quai dédié aux opérations navales françaises en mer Rouge et dans l'océan Indien. Le port de Djibouti assure ainsi un appui logistique complet, incluant le ravitaillement en carburant, ainsi qu'un port sur les bâtiments de la marine française lors de leur escale. Au fil des années, Djibouti a accueilli d'importants moyens navals français, notamment les porte-avions Clemenceau, Foch, Charles de Gaulle, ainsi que des sous-marins de chasse, témoignant de la solidité et de la continuité de la coopération entre les deux pays. Extrêmement important pour Djibouti, pour le port de Djibouti, qui a une véritable portée stratégique, et vous l'avez souligné, par sa position unique sur la côte est africaine. Voilà, merci beaucoup de votre accueil. On est une société d'avitaillement des navires. Nous avons 3 navires. Et donc, nos principales activités, c'est de répondre à leurs besoins. Lorsqu'ils arrivent, ils accossent ici à Djibouti. Lorsqu'ils nous demandent des demandes principalement en carburant. Et nous intervenons selon leurs requêtes dans l'immédiat. Et donc, les navires commerciaux, étant donné que c'est des navires qui transitent dans la mer Rouge, ils sont principalement là pour à court terme ici. Certains ils viennent à Djibouti, d'autres sont de passage. Et nous intervenons dans ce catégorie-là pour leur donner le carburant dont ils en ont besoin. Et prenons la parole à son tour. Le président de l'autorité des ports et des zones franches, Aboubakar Omar Hadi, a rappelé le rôle stratégique de Djibouti en tant que base de soutien pour la marine française. C'est un plaisir et un honneur pour moi de vous accueillir aujourd'hui au sein de Djibouti Chypripériat. Historiquement, la relation entre les ports de Djibouti et la France sur le plan de la navigation maritime a commencé avec la percée du canal de Suez en 1869 par Ferdinand de Lesseps, suivi par les premiers chemins de fer du continent, Djibouti-Addis Abeba, construit 1897-1917. Le port de Djibouti est un point d'appui pour la marine française, avec les postes neufs dédiés à la marine française pour ses missions en mer Rouge et à l'océan Indien. Le port de Djibouti fournit un soutien logistique et un abri, aussi un ravitaillement, un produit des soutes d'avitaillement des navires de la marine française en escale. Nous avons accueilli dans le passé les Clemenceau, les Foch et dernièrement porte-avions Charles de Gaulle, qui a fait plusieurs escales à Djibouti et accosté par nos pilotes djiboutiens, ainsi que les sous-marins de la classe Soufrène, type Barracuda également. Vous avez en face de vous ici les chantiers de réparation navale construits par la société hollandaise Damen, un dock flottant de 217 mètres, comme ça a été expliqué, et d'une capacité d'élevage de 20 000 tonnes. C'est le plus grand dock flottant à mer Rouge et sur la côte est du continent. C'est un plaisir de vous avoir ici et merci pour votre soutien. Également dans l'actualité, il y a des élèves qui ont visité les quartiers de la commission anticorruption. Dans le cadre de ces missions de prévention de lutte contre la corruption, la Commission nationale indépendante pour la prévention et la lutte contre la corruption a entrepris depuis la semaine dernière une série d'activités de sensibilisation à l'intention des élèves des écoles primaires publiques et privées de mener des visites dans leurs locaux.
Ces actions de proximité ont permis de toucher une douzaine d'établissements scolaires dans le but d'initier les élèves aux valeurs d'intégrité, d'honnêteté, de responsabilité citoyenne dès leur plus jeune âge. Pour clôturer cette campagne de sensibilisation, la Commission a organisé une journée d'éducation de porte ouverte au profit des écoles primaires, à savoir 2 écoles, Guélébetal et l'école du Stade. À cette occasion, les élèves ont pu visiter la direction des services de la Commission. Ils ont reçu des explications détaillées sur leur mission. Ensuite, deux sketchs ont été donc présentés par des élèves. À l'issue de cette visite, les élèves ont également présenté des sketchs éducatifs portant sur la lutte contre la corruption, illustrant de manière ludique, pédagogique des situations de corruption, des messages de sensibilisation qui y sont associés. Cette initiative vise à renforcer la lutte contre la corruption et la culture d'intégrité chez les élèves dès leur plus jeune âge. Pour être choisi. Partout. Si tu me laisses gagner, je te prends mon ballon toute la semaine. Non, Idriss, je veux que ce soit une vraie course. Donner un cadeau pour avoir un avantage n'est pas juste. Ce qui compte, c'est l'effort et le mérite. Aujourd'hui, nous avons fait la découverte en collaboration avec la Commission nationale indépendante de la lutte contre la corruption. Et c'était un plaisir de découvrir leur travail. Dans le cadre de la lutte contre la contrebande, les services de la douane ont intercepté une saisie de 4 dans le toit d'un camion au PK51. Cette opération s'inscrit dans le cadre des efforts contenus menés par les services de la douane pour lutter contre tout produit illicite et la destruction des marchandises saisies sur place et souligne l'engagement ferme à éliminer les activités illégales qui minent la stabilité économique du pays. Les trafiquants, quant à eux, ils visent également à sensibiliser la population sur les conséquences néfastes de ces pratiques sur l'économie nationale. Pour sa part, le chef de la douane de l'équipe mobile, Yahya, a indiqué qu'ils poursuivront tous les moyens et donc mettront tous les moyens possibles pour lutter contre ce genre d'activités qui luttent notamment contre la contrebande dans tout l'étendue du territoire national. Et pour clore ce journal, Israël annonce une réouverture partielle et conditionnelle des postes frontières à Rafah. Cette réouverture serait strictement limitée au passage de personnes sans permettre l'entrée d'aide humanitaire ou de fournitures essentielles dans la bande de Gaza. Cette décision survient alors que Gaza traverse une situation humanitaire extrêmement difficile en raison des restrictions continues sur la circulation de marchandises et de l'aide, y compris de la nourriture, de médicaments et de carburant. Dans ce contexte, des appels internationaux se multiplient pour une ouverture complète afin de garantir l'accès régulier et sûr de l'aide humanitaire alors que les avertissements concernant une catastrophe humanitaire imminente à Gaza s'intensifient. Sur ce, notre journal touche à sa fin. Merci à vous de nous avoir suivis et très bon après-midi à toutes et à tous.